Aujourd'hui, nous vous emmenons faire un magnifique voyage de découverte dans la nature. Pendant 3 ans, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, été comme hiver, l'équipe de recherche de la forêt de Chine a conduit une étude sur les forêts vierges à travers toute la Chine. Au-delà des frontières de la société à laquelle nous sommes autant attachés, existe encore et toujours le monde naturel, un environnement qui est malheureusement de plus en plus oublié. Les forêts vierges sont le dernier endroit au monde où l'on peut subir les intransigeances de Mère Nature, mais aussi entendre ses chansons originales. Ce sont des chansons de solitude et de splendeur, de clarté et de privation. Quelquefois, ce sont aussi les premiers et les derniers souffles de vie. Ce petit épicéa mesure 16 cm de haut. Les 3 branches indiquent qu'il est âgé de 3 ans. À côté de lui, là où il habite, au pied du pic Nanjiabawa, vit un épicéa très ancien. Une fois qu'il est totalement développé, l'épicéa tibétain peut mesurer jusqu'à 70 mètres de haut et jusqu'à 2 mètres de diamètre. Cette forêt du sud-est du Tibet est la forêt la plus élevée du monde. Le plateau tibétain s'est formé il y a 40 millions d'années à la suite d'une collision entre la plaque de l'océan Indien et la plaque eurasienne. La masse d'air chaud et humide de l'océan Indien est bloquée par les pics qui se trouvent sur son trajet au nord. C'est la raison pour laquelle il y a autant de pluie au sud-est du Tibet. Les forêts savourent ici plus de précipitations qu'aucune autre en Chine. Nanjiabawa est le pic le plus haut du sud-est du Tibet. Dans la forêt d'épicéa, au pied de la montagne, le soleil est très rare et l'atmosphère y est quelque peu angoissante. Les arbres ne sont séparés que de quelques mètres. C'est la raison pour laquelle cette forêt est la plus dense du monde. Les rayons ultraviolets auxquels le plateau est exposé sont 10 fois plus intenses que sur la plaine. Le petit épicéa, s'il est directement exposé à la lumière du soleil, sera tué par des ultraviolets en quelques heures. Les feuillages épais de ses aînés ont bloqué les rayons du soleil et lui ont fourni la protection nécessaire. Cependant, maintenant qu'il a 3 ans, l'épicéa a besoin d'un peu plus de lumière pour grandir. La lumière qui filtre à travers les 2 épicéas n'est plus suffisante. À côté de lui, un très petit épicéa lui tient compagnie. Celui-ci est âgé de 10 ans, et bien qu'il soit encore jeune, il ne grandira pas plus. Il mourra avant d'avoir 20 ans car il manque de lumière. Le vent humide et chaud qui apporte les pluies torrentielles de l'océan Indien monte le long de la montagne avec une puissance grandissante. Du bois mort tombe des 2 épicéas. La lumière du soleil rayonne sur une surface un peu plus importante.
Le petit épicéa profite de cette opportunité. C'est une chance que la nature lui donne pour se développer. Le petit épicéa, comme le reste du plateau, accueille le changement des saisons. Il rejoint le cycle de la naissance et de la renaissance du monde de la forêt céleste. Dans 200 ans, le petit épicéa sera plus proche du ciel que n'importe quel autre arbre au monde. La vie des plantes est une lutte acharnée pour la lumière du soleil. Contrairement à ce qu'ont vécu les épicéas tibétains pendant des centaines d'années, d'autres plantes de la forêt doivent en tirer le maximum à chaque minute. Pour les plantes, dont le rythme de croissance est le plus rapide du monde, la vie est un élan vers le ciel. Dans la vallée de la montagne Wuyi, les bambous peuvent pousser de 20 mètres de hauteur en à peine 40 jours grâce aux pluies torrentielles du Pacifique et au soleil de printemps. Ils grandissent à une telle rapidité que certains atteignent une vitesse de croissance d'1 mètre par jour. C'est une course de vitesse durant laquelle celui qui arrivera le plus haut en premier sera récompensé par la lumière du soleil adéquate. Il faut peu de temps à cette plante pour atteindre sa taille maximale. Le bambou s'arrête alors progressivement de grandir, tant en termes de hauteur qu'en termes de diamètre, et plutôt que de devenir plus grand et plus large, il grandit en force et en résistance. Sa force de croissance extraordinaire est puisée dans son vaste système de racines très complexe. Le rhizome de la plante est connecté à toute la forêt de bambou. Pour cette raison, les botanistes considèrent que la forêt de bambou est une seule et même plante. Le bambou entièrement développé a la responsabilité de nourrir les nouveaux bambous. Il absorbe la lumière du soleil et transfère cette énergie aux pousses des nouveaux bambous. La Chine est le pays des bambous. 85% des bambous du monde sont localisés dans la région au sud du fleuve Yangtze. On dit de cette plante qu'elle est généreuse. En effet, les forêts de bambous laissent passer les rayons du soleil, ce qui rend possible la pousse d'arbustes. Pour les botanistes, c'est un royaume d'insectes, un paradis pour les oiseaux et un lieu de prédilection pour l'étude des amphibiens et des reptiles. La forêt de bambou est aussi le foyer de milliers de papillons d'espèces très diverses. Le sud de la Chine, où la lumière du soleil est abondante, est un endroit fascinant dans lequel il est possible d'observer la lutte pour la survie. La forêt tropicale, au-dessous de Jianfangliang, au Hainan, est peuplée en masse. Sur un hectare, 150 000 jeunes plantes prennent racine et germent chaque année. Mais moins d'1% d'entre elles grandira jusqu'à devenir un grand arbre. Chaque arbre et chaque graine est entourée d'ennemis.
Les graines de Reine Claude commencent leur périple de la vie dans les courants d'un ruisseau. Elles ont 10 jours pour trouver un endroit convenable et germer. Passé ce délai, elles meurent. Au bord de l'eau, un arbre mort, détruit par un typhon l'année dernière, est couché. La surface du rondin est tout d'abord occupée par des champignons. Ils grandissent et pourrissent le bois rapidement. On peut ensuite observer le lichen qu'il recouvre. La forêt tropicale fournit suffisamment d'éléments nutritionnels. Mais pour les graines et les pousses, l'élément le plus important est le jour que leur a fourni cet arbre en tombant. La lumière du soleil, aussi infime soit-elle, leur est vitale. À côté du rondin, une pousse de prunier Reine Claude est en train de grandir. Dans la forêt tropicale, les plantes sont dispersées suivant leur hauteur. Sur le sol humide, les champignons grandissent vite pendant la saison des pluies. Les feuilles des palmacées s'épaississent juste au-dessus des champignons. Au-dessous de la cime des arbres, les vignes grimpent et s'enroulent autour des plantes à mesure qu'elles grandissent. Des plantes épiphytes de toutes sortes grandissent en abondance. Malgré toutes ces couches pour le bloquer, l'infime rayon de soleil atteint le sol. S'il a de la chance, le prunier deviendra dans quelques années un grand arbre qui monopolisera la lumière du soleil. Sur le territoire de Chine, les seules zones de forêt tropicale sont localisées sur l'île de Hainan, dans le Xishuangbanna, au Yunnan et dans le sud-est du Tibet. La forêt tropicale qui entoure Tianfangliang, dans le Hainan, abrite 15% des espèces de plantes qu'on peut trouver en Chine. Cette zone est connue comme étant une banque génétique de la faune et de la flore tropicale du Nord. La lutte pour la survie entre les plantes se fait en silence. Les insectes, quant à eux, sont bien plus bruyants. Les fourmis rouges vivent sur les branches d'un maduka du Hainan. Celles-ci sont aussi des chasseurs terrestres. Les arbres maduka du Hainan fournissent un abri aux fourmis rouges. En retour, elles protègent les arbres des insectes phylophages. Même un individu aussi agressif qu'une guêpe peut se faire attaquer si elle envahit le territoire des fourmis rouges. Bien que les fourmis rouges soient vulnérables, la guêpe n'a aucune chance. De plus en plus de fourmis viennent en renfort. C'est une guerre qui oppose la force à la quantité. Les petites fourmis travaillent en cohésion et viennent à bout de leur ennemi géant. C'est dans un tel microcosme
qu'il est possible de comprendre la survie de l'être le mieux adapté et la vitalité des forêts tropicales. La forêt de Jianfangliang jouit d'averses plus nombreuses que les autres forêts de Chine. Les hautes températures persistantes et les pluies en abondance assurent l'effervescence de la forêt. Mais trop de pluie peut être néfaste aux plantes. La plupart d'entre elles ont évolué. Leurs feuilles sont longues et fines. Leur forme leur permet d'évacuer l'eau et de ne pas moisir. La capacité des feuilles à drainer l'eau est la raison pour laquelle la forêt tropicale est aussi appelée forêt pluviale. Les montagnes Changbai connaissent plus de précipitations qu'ailleurs dans le nord-est de la Chine. En hiver, la neige est épaisse d'1 mètre dans la forêt de pins de Corée. Cette eau gelée ne pouvant pas être absorbée directement par les arbres, cela signifie que malgré tout, la forêt est aussi concernée par la sécheresse. Les arbres feuillus ont déjà blanchi, mais les pins de Corée sont toujours verts. Comme les autres plantes des régions sèches, le pin de Corée a une habilité remarquable à retenir l'eau. La surface de ses feuilles est étanche et dure. Ses stomates sont cachés dans la partie inférieure. Cette structure unique minimise la transpiration extrême. La capacité de survie remarquable permet aux pins de Corée de grandir sans difficulté dans les régions froides et de devenir un membre clé de la communauté des plantes. De nombreuses plantes ont des capacités magiques pour s'adapter à l'eau. Un exemple spécifique, la mangrove. On retrouve cette forêt dans la région entre l'archipel de Zhoushan, situé à l'est de la mer de Chine, et le golfe de Beibu, situé au sud de la mer de Chine. Là où la mer et la terre se rejoignent, les palétuviers qui forment la mangrove sont là. Ces arbres constituent les forêts les plus basses du monde car ils poussent exactement au niveau de la mer. Les mangroves peuvent supporter les typhons et protéger les fermes alentours. Elles peuvent aussi fournir un abri aux petits des créatures marines. Au cours d'un long processus d'évolution, le palétuvier a développé une capacité spécifique à survivre sur les plages. Le Soneratia est un palétuvier. Ses pousses ressemblent à celles du bambou. On les appelle les pneumatophores. Elles couvrent une zone 10 fois plus grande que ne surplombe le feuillage de l'arbre. Puisque l'air n'est pas suffisant dans la vase, les racines du palétuvier poussent au-dessus du sol. Comme elles sont aériennes, elles peuvent assurer la respiration. C'est de cette sagesse qu'est issue l'évolution de la mangrove. Pendant que l'arbre respire, ses tentacules s'accrochent dans la vase molle, donnant au palétuvier et au sol la capacité de supporter les vagues de l'océan et les typhons. La mer monte et descend chaque jour. Pendant une crue, la petite étendue de mangrove est trempée. Elle devient une oasis dans la mer. Dans le cas d'une plante ordinaire qui serait inondée de la même façon, 1/10 du sel contenu dans l'eau de mer suffirait à la faire mourir. La côte, sur laquelle sont plantés les palétuviers, n'est pas viable pour les plantes terrestres. La concentration en sève contenue dans les racines du palétuvier est plus importante que celle en eau de mer. Le sel est filtré à l'extérieur et seule l'eau douce passe à travers. La sélection naturelle et l'évolution de quelques milliards d'années ont transformé les palétuviers en d'excellents dessalinateurs.
la marée baisse et un autre habitant du marécage s'active. Les crabes violonistes mâles sont occupés à se faire tout beau. Ils agitent ensuite leurs pinces dans une démonstration de force. Le crabe violoniste femelle est très exigeant pour tout ce qui concerne sa suite nuptiale. Elle inspecte plus d'une centaine de cavernes, chacune reflétant les conditions de vie qui lui sont proposées. Enfin, elle choisira son partenaire en conséquence. La nouvelle demeure offerte par ce crabe mâle n'a visiblement pas répondu à ses attentes. Les crabes violonistes se nourrissent de sédiments qu'ils trouvent dans la boue. La zone est couverte de gaz toxiques qui sont générés par la putrescence de l'eau de mer restée trop longtemps sur le sol terrestre. Mais les crabes violonistes se sont adaptés à cet habitat créé par la mangrove. La nostalgie du territoire est écrite dans le code génétique de beaucoup d'animaux. À chaque printemps, les cigognes noires volent au-dessus des montagnes et des rivières en provenance du sud du Yangtze jusqu'au fleuve Tarim dans les déserts du Taklimakan. C'est ici qu'elles vont fonder une famille. Du temps des ancêtres des cigognes noires, c'était une zone de marécage fertile. Le temps peut avoir changé l'environnement, mais pas le code génétique. Le Taklimakan est le deuxième désert le plus grand du monde. Le fleuve Tarim, formé par les neiges fondues des montagnes, est la source de vie d'une terre désolée. La région du Xinjiang est aussi le foyer d'une variété de forêts. Au fond des montagnes couronnées de neige, l'épicéa de Schrank grandit, tandis qu'à côté du lac Kanasse, on peut apercevoir des forêts naturelles de bouleaux en feuilles. Dans le désert, toutefois, le seul arbre qu'on peut rencontrer est le peuplier de l'Euphrate. En poussant dans le désert, cet arbre a développé des capacités uniques. Au printemps, le sable soufflé par le vent recouvre tout. Les feuilles des peupliers de l'Euphrate commencent à germer. Mais cette apparition en appelle d'autres. Une vie souterraine s'éveille. Les arpenteuses ont attendu pendant 10 mois leur festin de printemps. En quelques jours, toutes les feuilles du peuplier de l'Euphrate sont mangées par ces larves de chenilles. Il y a tout de même comme une balance naturelle, car plus le climat est sec, plus il y a d'arpenteuses. Celles-ci dévorent les feuilles de l'arbre rapidement. Dans le désert, un arbre qui n'a pas de feuilles a un faible besoin en eau. Aussi le peuplier de l'Euphrate a-t-il une meilleure chance de survie au printemps sec une fois dénudé. L'été dans le désert du Taklimakan est la période la plus pénible de l'année. Le taux d'évaporation est 100 fois plus important qu'il ne tombe de pluie et la température au sol atteint des maximales de 80 degrés. La région dans laquelle les peupliers de l'Euphrate grandissent est connue pour être le pôle le plus sec du monde.
De nouvelles feuilles grandissent pendant la saison chaude et sèche. Pour mieux survivre, le peuplier de l'Euphrate développe des feuilles différentes. À son sommet, les feuilles sont larges et épaisses, comme les feuilles d'un peuplier ordinaire. De cette façon, elles sont plus à même d'absorber la lumière du soleil et de produire de l'énergie. Les feuilles en dessous sont fines et plus petites comme les feuilles d'un saule. Celles-ci lui permettent de réduire le taux d'évaporation.